Vous allez bien? Je suis hyper ravie d'être là parmi nous. La première fois à Gintour Rennes. Et donc je tiens à remercier les sponsors en premier lieu et surtout l'équipe organisatrice et notamment Marilyn. Voilà. On va démarrer. Donc le sujet du jour, c'est les basiques du Lean au service de l'agilité. Venez, installez-vous. Pour les derniers, les retardataires. Alors, je m'appelle Nakun Nguendo. Je parais jeune, mais j'ai plus de 40 ans. Quoi d'autre? Je suis experte en Lean et d'agilité à l'échelle. Je suis aussi coach professionnel. Et les sujets que Isabelle nous a partagés me tiennent à cœur. Je fais aussi du coup partie des réseaux de femmes. Donc aujourd'hui, je suis dans un cabinet de conseil dans les services financiers et je fais de l'agilité à l'échelle. Cette conférence, je l'ai déjà donnée l'an dernier à Flowcon, donc le 2022. Entre-temps, il y a des réflexions qui m'ont nourrie, donc je l'ai étoffée de ci, de là, des différentes lectures, des partages aussi entre pairs. Et aussi, voilà, vous avez vu que ça fait 2 ans que je fais aussi des conférences et des ateliers ouverts au public. Alors aujourd'hui, donc, on est sur notre voyage. Comment ça va se composer? Le fil rouge. Tout d'abord, donc, on va faire une mise en bouche, une introduction, un check-in entre nous. Ensuite, je vais parler des 2 facettes d'une même pièce, donc le Lean, l'agilité, les 2 mutations d'un organisme vivant, pour conclure finalement le Lean, agile ou quoi d'autre. C'est parti? Notre voyage, donc la mise en bouche. Alors, pourquoi ce sujet? Alors, levez la main. Qui d'entre vous qui a déjà contribué et ou participé à une démarche ou une transfo Lean? Levez la main. 1, 2, ouais, une dizaine de personnes dans la salle. OK. Et qui a déjà contribué et ou participé à une transfo, une démarche agile? Levez la main. Super. Donc là, j'ai quasiment toute la salle. Donc aujourd'hui, je fais l'hypothèse que je suis en face de moi des experts d'agilistes et des leaners aussi, dans une moindre mesure. J'ai proposé ce sujet aussi justement parce que quand j'étais dans un groupe d'assurance, dont j'ai coaché des Agile Masters et des Scrum Masters, des jeunes qui sont hyper pushy, qui sont hyper bons en agilité, et un jour, il m'a demandé, c'est des trentenaires, ils m'ont donné, mais Nakun, c'est quoi le Lean? Qu'est-ce que c'est le Lean Management? Et là, je dis, d'accord. Et pourtant, il est doué, il est bon, il est doué, il accompagne bien son équipe. Et du coup, ça fait partie des raisons pour lesquelles j'avais envie de proposer ce sujet-là. D'accord? Parce que aussi, je fais du Lean depuis longtemps. Depuis maintenant 13 ans, je fais du Lean à la DSI. Et puis ensuite, naturellement, le Lean est devenu l'agilité au sein de la DSI en question. L'agilité, le continuous delivery, et puis l'agilité à l'échelle. Et puis plus récemment, comme je suis dans un cabinet, j'ai refait du Lean. Et en fait, je me suis rendu compte que les mécanismes reviennent très très vite. En fait, c'est comme si on apprend à faire du vélo. Voilà. Et donc, je suis tantôt du Lean, l'agilité, Lean, agilité. Ensuite, donc, les 2 facettes d'une même pièce. Donc, vous avez bien vu ce que je vais partager. On peut même faire la conclusion déjà. Il n'y a pas de dualité entre le Lean et l'agilité. C'est une continuité
Il y a énormément de choses, de l'agilité même à l'échelle qui viennent du lean management. Et aujourd'hui, je vais vous les partager. On va parcourir certainement certains outils, certains concepts que vous retrouverez dans l'agilité. Et ensuite, on va peut-être élever un débat un peu plus philosophique vers la conclusion. Ça vous va? Ça vous dit comme ça? Ah oui, aussi, ce que j'aimerais, en tant que speaker, ce que j'aimerais, c'est à l'issue de cette conférence, les 50 minutes qu'on passe ensemble, vous ressortirez avec un minima, allez, on va dire entre 1 et 3, soit tips, outils, ou convictions, ou des courants à garder pour vous, à appliquer dès demain dans le cadre de votre fonction, ou même dans la vie perso. Je serai hyper contente. Et mon intérêt à moi, c'est le partage. Plus je vieillis, plus je me rends compte que c'est important et essentiel au fait. Et ce type de conférence, c'est toujours le donnant au fait. Je donne et je reçois aussi énormément. Donc, les deux facettes d'une même pièce, on va parcourir ensemble. Mais vous voyez, le premier, c'est le visual management. Évidemment, ça vous parle à vous, tous agilistes, mais sachez que ça vient du lean à la base. Voilà, vraiment du lean management. Ensuite, on va aussi parler des sources de gaspillage. Là, il est possible que certains agilistes connaissent un peu moins en détail les sources de gaspillage. Et puis finalement, ces sources de gaspillage vont nous lier à l'agilité via deux outils que je vais vous partager, qui sont le FIPOC et le VSM. On va voir ce que c'est, mais je pense que vous les connaissez aussi déjà. Ensuite, on va aussi parler du Kanban avec le Work in Progress. On va parler aussi de résolution de problèmes et l'approche solution focus. Et enfin, on va parler quelque chose qui titille énormément les agilistes, et même moi, quand je suis devenue accompagnateur en agilité, on est un peu rebelle dans l'âme, les agilistes. Et c'est vrai que quand on parle de standardisation, ça nous titille, ça nous agace un petit peu. En fait, on n'aime pas standardiser, on aime bien la créativité. Et du coup, certainement par biais cognitif, on les oppose. Or, vous allez voir, en tout cas, que ce n'est pas du tout opposable. La standardisation aide à la créativité. Et les études sur les neurosciences le montrent. D'accord? C'est parti? Donc, le visual management, c'est dans tous les composants de lean management. Il permet de lever les ambiguïtés, il permet de détecter le problème le plus rapidement possible, et il permet évidemment de réduire le temps. Dans le lean management, en agilité, on a souvent maintenant, en plus avec le Covid, on utilise essentiellement Jira dans les équipes. Et puis ensuite, quand on scale, on utilise soit Klaxoon, Obeya, les outils en fait, de visualisation. En revanche, je pense qu'il manque dans le visual management aujourd'hui, dans l'agilité, c'est quand même le fait de pouvoir suivre peut-être au quotidien ou au moins 2 fois par semaine comment ça se passe le CAPEX pour chacun et chacune. Est-ce qu'on peut s'entraider ou pas? Voilà. Même si on a déjà estimé notre CAPEX initialement. Mais le fait de l'interroger au quotidien ou 2 fois par semaine, voilà. Est-ce que c'est OK la charge? Est-ce que je peux aider quelqu'un? Est-ce que j'ai un problème aussi? Dans le lean management, le visual management, il y a une section dédiée aux irritants. Donc, les irritants, et un irritant ne devient pas forcément un problème. S'il ne se passe qu'une seule fois un irritant et qu'on arrive à résoudre et qu'il disparaît, ça ne donne pas lieu à une résolution problème. En revanche, sur le tableau visual management, s'il devient récurrent et que ça nous coûte, on constate une énergie dépensée sur le sujet, alors on va consigner, on va faire des sessions de résolution de problèmes, des PSS, Problem Solving Session, et que vous allez voir, le CEF le reprend dans Adapt. D'accord? Du coup,
Alors, si vous êtes à côté de votre binôme, je vous laisse 2 minutes, on va dire. Votre voisin ou votre voisine, ou toute seule, vous dit, et vous, à quoi ressemble votre visual management ou le visual management de votre équipe? Est-ce qu'aujourd'hui, je vous laisse faire l'exercice pendant 3 minutes. C'est parti, avec votre voisin ou votre voisine. Répondez à ces questions. On se laisse encore 1 minute, d'accord? Encore 1 minute. On va reprendre dans 30 secondes. D'accord? Je vous laisse conclure et on va reprendre dans 30 secondes. C'est OK? C'est OK pour vous qu'on reprenne? Donc, vous avez compris, hein, même le visual management, on peut avoir plusieurs niveaux de maturité. Et c'est à vous de savoir avec votre équipe, votre environnement, votre écosystème, quel est le niveau de maturité souhaité. Est-ce qu'il est juste là pour faire le partage? Est-ce qu'il est là pour une adhésion, le partage? Deuxième niveau, c'est le pilotage. Est-ce qu'aujourd'hui, le visual management permet de piloter? Évidemment, le troisième niveau, c'est grâce au visual management, on gère ensemble, collectivement, la performance. Et c'est OK, hein, parce que quand on démarre, évidemment, on commence avec le partage et l'engagement. D'accord? Ensuite, on parle des sources de gaspillage. C'est quelque chose qui est très, très cher au lean management. Et donc, je vais vous partager la première source de gaspillage qu'on appelle le MURI. C'est, vous voyez là, donc, excès de charges par rapport aux ressources. Ça veut dire qu'il y a trop de demandes par rapport aux ressources nécessaires, à la capacité disposée, dont on dispose. Et il faut le traiter, parce que c'est pour le bien-être du personnel, le bien-être des collaborateurs. Donc, première source de gaspillage, le MURI. Ensuite, le MURA. Le MURA, c'est l'irrégularité. L'irrégularité des ressources, et c'est normal. Donc, sans parler de lean, l'agilité, c'est ce qui se passe dans une équipe. On a des seniors, des juniors, ceux qui arrivent depuis 1 mois, 2 mois, d'autres qui sont là depuis 1 an, 2 ans. Et cette irrégularité, évidemment, tire ce qu'on appelle la variabilité entre les compétences. D'accord? Donc, c'est une surcharge aussi, une source de gaspillage. Ensuite, peut-être que vous, agilistes, vous connaissez plus le mot MUDA. Le mot MUDA, donc ça, on parle en général de gaspillage de ressources. On trouve dans les systèmes d'information beaucoup de types de MUDA. Et donc, ils sont au nombre de 7. On va les citer ensemble. Et ben, il y a les surstockages, les données stockées, inexploitées. Même parfois, je fais des ateliers, ou d'autres personnes font des ateliers, des conférences,
un ou deux absents me disent « Est-ce que tu peux l'enregistrer ?» Désormais, je leur pose la question « Pensez-vous que c'est nécessaire ?» Parce que je vais polluer la planète quand j'enregistre 1 heure de Teams de conversation. Ça, c'est des choses qui sont de surstockage. Ensuite, la surproduction. Pareil, on produit beaucoup trop de choses. Parfois même des choses inutilisées. Des reportings aussi. Trop de surproduction de reporting. Mais ça rassure. Les processus excessifs, ça existe aussi. C'est quand je veux contrôler, je veux m'assurer que tout se passe bien, ça part d'un bon sentiment, mais il se peut que je mette trop de contrôle dans le processus. Le temps d'attente, le temps d'attente de réponse, le temps d'attente de synchronisation, et ça c'est classique. Le 5e type, c'est les déplacements inutiles. Voilà. Mais ça, c'est normal, c'est ce qu'on appelle aussi en ligne le contexte switching. D'accord ? Les mouvements inutiles font partie de la même chose, de la même catégorie. Et enfin, les défauts. Ça arrive, vous connaissez bien en IT, les défauts. Et toutes ces sources de gaspillage, c'est là que le lean management, le lean va chercher à réduire dans la mesure du possible. En faisant quoi ? Là, je vous donne 2 outils. Vous voyez que des sources de gaspillage, on passe à la valeur des tâches d'un processus. Et là, je pense qu'en tant qu'agiliste, on reconnaît bien, voilà, entre le time to market, entre le début d'une idée jusqu'à la fin, la livraison, le suivi pour feedback et la validation des hypothèses ou des fonctionnalités. Et tout au long, dans la mesure du possible, en tout cas en lean management, on essaye de mesurer. C'est là que vous voyez des températures. Et on détecte aussi des défauts. Mais ça, je pense que je ne vais pas m'attarder dessus, c'est quelque chose que vous connaissez. Mais sachez que ça vient, l'origine, c'est les sources de gaspillage qui a été constatée, factualisée et qui donne lieu au fait à, donc le coup, le flux de la demande. Et comment on fait du coup ? Une fois qu'on dit ça, qu'est-ce qui peut aider à réduire, finalement, à gagner en time to market ? Effectivement, une fois que l'on a commencé à voir, nous ne pouvons que chercher le courage de voir plus. Alors, qui connaissent dans la salle le FIPOC ? Personne, ok. Le VSM. Si. J'ai plus de mains levées déjà. Écoutez, quand on fait bien un VSM, c'est aussi bien de démarrer par un FIPOC. On va détailler ensemble. C'est tout simplement une cartographie, une vision globale de son périmètre avec une colonne. Et je vais vous donner un exemple suite après. D'accord ? Quels sont les fournisseurs de mon équipe, de mon entité, de mon produit, de mon service ? Quels sont les inputs, les process, les outputs et les clients ? On va voir ensemble comment on le remplit aussi, dans quel ordre. On va remplir de droite à gauche, en fait, voilà, contre-intuitivement. Et ensuite, une fois qu'on réalise ça, évidemment, idéalement, il faut que ce soit avec son PM et PO dans la mesure du possible, parce que c'est lui, le PO, le PM, en remplissant avec vous, en tant que client, il va aussi adresser et partager avec vous quelles sont les exigences critiques clients. Et on va le voir tout de suite après. VSM, bien sûr, vous connaissez, c'est Value Stream Mapping, cartographie d'une chaîne de valeur. D'accord ? On va détailler les deux. Donc, FIBOC, tout simplement, vous utilisez ce que vous voulez, Clarkson, PPT, ce que vous voulez, vous tracez ce template et vous demandez d'abord, vous réunissez. Là, ça peut se faire qu'avec les leaders. Il n'y a pas besoin que toute l'équipe soit là. En revanche, les leaders et le métier, de préférence, il faut qu'ils soient là. Et donc, on commence par la finalité de l'équipe. Et du coup, peut-être que le suivant, j'ai des exemples. Voilà. Donc, on commence par le 1. Donc, quelle est la finale de l'équipe en langage français et compréhensible par un non-IT. D'accord ? Ensuite, on dit quelles sont les bornes d'entrée, les bornes sorties, et ensuite les clients.
Et tout de suite après, le client, avant de tracer les outputs, les processus, les inputs et les fournisseurs, je demande au client quand est-ce que tu passes de satisfait à non satisfait, du service rendu par l'équipe. Ou à l'inverse, hein, quand est-ce que tu bascules de satisfait à non satisfait. Et par exemple, là, il peut dire le temps, l'alerte rouge, évidemment, il faut me traiter souvent 48 heures. Quand je fais ça avec une équipe non IT, le back-office, les opérations, sur un service de réclamation des virements, et le client, il me dit, le front, il me dit, il faut traiter avant 15 heures, toute réclamation d'urgence, avant 15 heures de jour J. C'est bien de le savoir. Et ça va figurer sur votre visual management aussi. Voyez? Et donc, on fait le 4, on fait le 5, on fait le 6, on fait le 7 et on fait le 8. Et en bas, vous voyez bien qu'en faisant ça, on va essayer aussi de capturer les métriques. D'accord? Là, je n'ai pas fait un slide précis sur les métriques, mais ceux qui connaissent SAFe ou l'agilité, en termes de métriques ou de KPI, il y a 3 choses à retenir. Donc, les métriques de compétences, c'est ce que SAFe appelle compétences. Je vais détailler ce que ça veut dire. C'est a-t-on les moyens pour réussir? Voilà. C'est le meilleur moyen pour retenir les matrices de compétences. Et en fait, c'est la matrice de maturité en fait, de mon équipe agile, ou de moi en tant que coach, ou de moi en tant que Scrum Master, ou moi en tant que RTE, etc. Donc, premier typologie d'indicateur de SAFe. Deuxième, c'est le flow, le flux. D'accord? Le flux, pour le vulgariser, c'est est-on en train de réussir? Donc, au début, a-t-on les moyens pour réussir? Deuxièmement, est-on en train de réussir? C'est tout ce qui est indicateur de flow. Vous pouvez les capter là, ou vous pouvez imaginer les capter. Parce qu'évidemment, vous faites ça pour la situation actuelle, et vous pouvez vous projeter et demander qu'est-ce qu'on aimerait avoir comme indicateur de flux. Et là, tout rentre à burn-down chart, le nombre de tickets traités, tout ce que vous voulez, que vous connaissez bien en flow, ça rentre là-dedans. Mais voilà, est-on en train de réussir? Et le dernier, le outcome, la valeur. Et à la fin, on se pose la question, du coup, est-ce que j'ai délivré la valeur? A-t-on réussi? Donc c'est l'indicateur de valeur et pas de flux. Il y a une distinction nette entre indicateur de flux et de outcome. D'accord? Et donc, ça, je vous ai mis un exemple. Quand j'ai accompagné l'an dernier une équipe qui fait de la data dans un train, mais qui dépend de la data transverse. Et donc, on a essayé donc, de tracer le FIPOC. On a tracé le FIPOC. Et ensuite, du coup, on peut zoomer. Ce que vous voyez là, en bleu, là, on va le zoomer et on va faire le VSM dessus, ensemble. D'accord? Et donc, le VSM, c'est qu'un book du VSM en question. Mais quand on fait bien un VSM, parce qu'en fait, parfois, moi aussi, quand j'ai commencé, j'ai fait des VSM avec, je fais faire lister toutes les tâches, toutes les activités du flux, de la demande. Et puis, je vais demander quels sont les endroits, les goulots d'étranglement, et c'est OK. Ça dépend du ROI, ça dépend de ce que vous voulez traiter. Mais en vrai, un vrai VSM, ça se fait avec, à chaque tâche, vous demandez c'est qui s'en occupe, parce que ça permet de savoir est-ce que c'est l'équipe, est-ce que c'est une équipe externe, etc. Et surtout, vous qualifiez la tâche en question de NVA, non valeur ajoutée, qu'on peut supprimer et ou automatiser, si on traite la source de gaspillage. NVAE, c'est non valeur ajoutée, mais essentielle. Voilà, j'appuie sur un bouton. Ce n'est pas essentiel pour le client. En revanche, c'est essentiel dans le processus. Et enfin, le VA, la valeur ajoutée. Qu'est-ce que c'est le VA? C'est tout simplement, c'est la tâche pour laquelle le client il est prêt à payer. Ni plus ni moins. C'est ça la valeur ajoutée. Quand il n'est pas prêt à payer, on a NVAE, mais qui est essentiel quand même. Et on a NVA. Et donc l'objectif, c'est d'essayer d'automatiser, éliminer, ou même trouver des solutions pour réduire le time to market. Et donc sur cet exemple, au total, j'en ai une 40aine de tâches. J'ai cumulé et je leur ai demandé de quantifier le temps passé par chaque tâche.
Et du coup, donc effectivement, cette équipe data, sa raison d'être, vous avez vu, c'est fournir des données à valeur ajoutée pour accélérer nos services API, BI Analytics. Sauf que sur seulement le processus recette informatique, il passe combien de temps? Il passe 3 jours et demi, 3,25 jours. D'accord? Et donc, le 3,25 jours, je l'ai obtenu à partir de ça. D'accord? Là, on n'a pas les métriques, mais aussi, vous savez, en dessous, les tickets bleus, je demande qu'il calcule le process time, le lead time et le pourcentage de réussite au premier coup. D'accord? Et je cumule tout ce process time et le lead time, et ça m'a donné 3,25. Seulement sur la partie recette informatique. C'est un bout du VSM, du processus de l'équipe en question. Et ensuite, tout simplement, on est remonté aux acquis de droit, aux sponsors, au management, aller voir l'équipe centrale data transverse pour demander. Et une des actions, c'était tout simplement faire confiance, déléguer, au fait, donner la main à la personne data de l'équipe de faire le traitement RI eux-mêmes. Il y a des temps de formation, etc. Mais au bout de 3 mois, on a réduit, vous voyez. Et ça, tout ça, c'est fait par l'équipe, les slides. Donc, moi, je les guide, je les donne le truc, mais tout ça, c'est eux qui synthétisent, c'est eux qui présentent. D'accord? Et c'est eux qui demandent aussi voilà, le paramétrage des données brutes pour l'équipe de développement. Voilà un exemple de FIPOC et de VSM. Et ça vient du lean management. D'accord? Ensuite, quand on parle de VSM, des sources de gaspillage, on ne peut pas ne pas parler de limiter le travail en cours. C'est vraiment essentiel et important. Limiter le travail en cours, même dans votre vie perso. On est tout le temps en train de courir. Moi-même, la première, derrière quelque chose, même dans la vie perso. Et du coup, limiter le work in progress de la colonne en cours, ou même d'une activité, de l'ensemble du travail, ou même d'un type d'activité, des activités de mon équipe, dont il y a différentes natures possibles, mais limiter ce nombre de work in progress en cours. Parce que vous allez donc limiter le goulot d'étranglement, limiter le contexte switching, et vous allez correspondre le temps nécessaire par rapport à la capacité à disposition. Mais je pense que peut-être que ça, vous connaissez bien déjà. Donc, mais tenez ça en compte, limitez le work in progress. Ensuite, on a parlé, une chose que le lean management adore et ça leur tient à cœur et c'est un levier essentiel, c'est la résolution de problèmes. L'agilité, donc on fait différemment, mais ça revient à la même chose. Hein. On fait des rétrospectives pour regarder ce qui fonctionne bien, ce qui fonctionne moins bien, comment on peut améliorer. Ça donne lieu à des actions. Lean management, c'est quasiment pareil. Et tout à l'heure, je vais vous montrer un outil qui s'appelle la feuille A3, qui va permettre de combiner plus de choses. Visual management, standardisation et la résolution de problèmes. Mais en tout cas, la résolution de problèmes, des irritants, c'est comme ça qu'on fait l'amélioration continue. Et en revanche, maintenant que je suis agiliste aussi, je vais aller plus loin. Il n'y a pas que la recherche des routes causes. Parce qu'effectivement, le Lean propose la recherche, l'analyse des causes racines en adoptant plein de techniques que vous connaissez, hein, les 5 why, les arrêts de poisson, toutes sortes de méthodologies possibles pour analyser les routes causes. C'est bien. En revanche, ce n'est pas suffisant. Parce que parfois, sur des problèmes humains et de conflits, ça ne sert à rien de lui demander qu'est-ce qui fait que ça ne fonctionne pas, pourquoi ça ne fonctionne pas, et pourquoi ça ne fonctionne pas, et pourquoi tu ne t'entends pas avec l'autre. Et donc, sur les conflits humains, c'est bien d'identifier le problème, reformuler le problème, voir l'écart. En revanche, adopter la solution focus. Combien levez la main ceux qui connaissent l'approche solution focus? Ça me permet de savoir si je zoome beaucoup ou pas beaucoup. Quand il y a moins de la moitié. En fait,
l'approche solution focus, hein, et donc je remercie beaucoup aussi Géry Derbier et le bouquin initial sur solution focus, c'est tout simplement, ça vient de la psychologie hein, et de la sociologie d'abord, le solution focus. C'est dans les années 50 et 60, ils se sont rendus compte que parler à quelqu'un qui est dépendant de l'alcoolisme, ça ne sert à rien de lui dire on va analyser les causes racines de ta dépendance. Et en fait, ils ont essayé d'une autre méthodologie et dit demain, si tu te réveilles et que tu ne bois plus, imagine que tu ne bois plus. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi que tu ne bois plus? Et donc, on se projette dans le futur. On dit, demain, le problème aura disparu. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'on voit de différent? Quels sont les indices factuels qui permettent de le dire? Et dans un conflit, effectivement, demain, ils me disent, je suis content. OK, on est content, mais ça veut dire quoi content? Est-ce que ça veut dire qu'il y a un NPS, un formulaire adressé? Est-ce que ça veut dire que tu vois les gens sourire? Mais donc, votre rôle en tant qu'accompagnateur, RTE ou Scrum Master ou coach ou quoi d'autre, c'est vraiment aller les chercher les détails visibles comme un détective privé. Parce que tout ce qui est subjectif est sujet à interprétation et d'hypothèse. Donc, projeter le futur préféré avec autant de factualisation possible. Donc, imagine demain, ton équipe, vous cartonnez au town hall de la banque, on vous invite pour venir témoigner, ou la communauté pratique en question. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qui fait dire qu'on vous invite à faire une conférence, un town hall pour témoigner de vos expériences, de votre réussite? Ça permet de capter les éléments concrets. Et ça permet aussi, il y a un framework qui s'appelle EOL, du Solution Focus. Donc EOL, les 4 E, O, L, E. Peut-être que la prochaine fois, je mettrai le slide. E, c'est l'embarquement. Donc le protocole EOL, embarquement. Dans une réunion, un atelier, ou même un kick-off de communauté, un kick-off d'équipe. Embarquement, c'est on est ici, pour quoi faire? Qu'est-ce qu'on veut obtenir à l'issue de cet atelier, à l'issue de ce workshop, à l'issue de ce meeting? Parce que les gens confondent le contenu et l'objectif de la réunion et l'objectif du sujet. Et donc, l'embarquement, c'est hyper essentiel. Et même dans une conversation aussi one-to-one entre manager, leader, coachee, c'est important de checker quand tu viens me voir avec problème, qu'est-ce que tu attends de notre conversation? C'est ça, au fait. Parce que la personne est tellement noyée dans son problème, son souci, qu'ils viennent, ils vous étonnent. Peut-être qu'elle cherche juste une écoute. Est-ce que l'embarquement, c'est juste l'écoute et c'est OK? Est-ce que tu cherches des conseils? Qu'est-ce qu'on cherche à l'issue de notre conversation ensemble, de notre atelier ensemble? Donc ça marche pour collectif et individuel. La lettre E, embarquement. All, où veut-on aller? C'est le futur préféré que j'ai parlé. Donc on projette dans le futur quand le problème sera résolu. Qu'est-ce qui se passe? Donc où, je ne détaille pas plus parce que j'ai dit depuis tout à l'heure longuement. Ensuite, L, c'est l'échelle. OK, par rapport à ce futur préféré, qui est 10, où en es-tu? Où en sommes-nous? Quand on démarre une communauté pratique, évidemment, si on imagine un succès dans un an, la note, elle est bas. Mais c'est bien de faire l'échelle. Et préciser que l'échelle, pareil, elle est subjective. Un 6 pour moi, quand on détaille ce que c'est, ça ne vaut pas un 6 chez toi. Et c'est normal. Ça se trouve, ça vaut un 8 chez toi ou un 4 chez toi. Et on tranquillise tout le monde. Chacun a sa note et c'est OK. On est là, on ne juge pas la note de l'autre. Mais ça permet, au fait, de cranter un plan d'action. Donc, embarquement, où veut-on aller haut? L'échelle, puisqu'ensuite, en avant. La dernière lettre E, c'est en avant le plan d'action. Parce que du coup, je fais l'échelle pour quoi faire? Parce que souvent, on va donner, allez, je suis à 2, 3, 4, 5, 6, selon le niveau de maturité, là où j'en suis, ou là où en est le collectif. Et on dit, dis donc, 3, c'est bien, c'est pas 0. Qu'est-ce qui est déjà là? Qu'est-ce qui est déjà en place? Et on va aller chercher les ressources. On va aller chercher les ressources de la personne qui est dépendante de l'alcoolisme. Et ça lui, en fait, ça va dans le cerveau, il y a quelque chose qui va switcher. Parce que quand il voit que, oui, quand même, je ne suis pas à 1 par rapport à ce futur, je ne suis pas à 0. Il va lister ses forces
Et la dernière lettre en avant, c'est ben, écoute, ok, on a fait futur préféré, tu m'as fait ton échelle, on a listé ensemble tes ressources sur lesquelles tu peux t'appuyer. Si on se revoit dans un mois, qu'est-ce qui me ferait dire que ta note elle sera augmentée de +1? Et là, vous cherchez les petits pas, les baby steps, on appelle. Donc un plan d'action à plus court terme. Mais ça vous donne aussi des éléments factuels pour revenir le voir, ou la voir, l'équipe ou la communauté, et dire, bah, écoute, allez, on a fait nos notes, on a une moyenne de 4. Ici, là, avant de sortir la salle, là aussi, qu'est-ce qui ferait dire que dans un mois, on se revoit, chacun et chacune, votre note sera augmentée de +1. Et pareil, de nouveau, on est détective privé, on va chercher des éléments factuels de +1. Dis-moi, qu'est-ce que tu ferais de différent par rapport à 5? D'accord? Et ensuite, ça nous donne du coup des leviers, baby steps sur le court terme, et aussi la vision du long terme, du futur préféré. Je regarde le temps, parce que ça va Stéphane? Il me reste 10 minutes. Ah oui. Donc, la standardisation, c'est SOP. Tout le monde sait ce que c'est SOP? Standard Operating Procedure. C'est au fait quelque chose, souvent on le fait pour les nouveaux arrivants. On standardise de manière à ce que la personne répète. C'est la meilleure façon de faire une tâche à un moment donné au sein de l'équipe. Et donc on le consigne, on le factualise. Et parfois les agilistes, on n'aime pas. Mais ça sert. Ça sert pourquoi? Parce que c'est le moyen le plus sûr de réduire la variabilité, de réduire la surcharge entre seniors et juniors. Deuxièmement, les neurosciences. J'étais à Agile en Seine, j'ai assisté à une conférence de Jean-Philippe Doué, je ne sais pas s'il m'écoute, il a fait un parallèle entre neurosciences et le Lean. Et au fait, mine de rien, l'automatisation et la formation aident les personnes à réduire le stress cognitif. Et du coup, le cerveau il est disponible pour la créativité. Et donc, il y a 1 an, quand je le fais, je disais que pour moi, c'est un dilemme. Ce n'est plus un dilemme aujourd'hui. D'accord? Il faut faire des standardisations. Et d'ailleurs, on améliore le standard. On le transcende. Demain, le contexte est différent. Et ben, on fait autre chose. On améliore la procédure en question. Et ça me permet de libérer mon cerveau. Quand je répète les mêmes tâches, et ben, c'est bien. Ça me rassure. Ça diminue mon stress cognitif. Ah oui, je vous ai parlé de A3. Alors, A3, c'est un outil, vous allez voir sur le net, ça vient le fait du format papier qui a été utilisé. Et donc, la feuille A3 permet, on adapte, dans SAFe, ou même dans une résolution problème, de partir du problème, donc 3 rubriques. Il y a des variantes, mais en tout cas, on dit pourquoi on traite ce problème-là, cet irritant de l'équipe, l'état actuel, factuel, voilà, qu'est-ce qui me fait dire que c'est un problème, quels sont les faits, l'état souhaité, et souvent je fais faire reformuler le problème, parce que le problème initial n'est pas le problème qu'on imagine au premier abord. Ensuite, on fait une analyse, on fait solution focus pour chercher des solutions, on priorise, on cherche des petits pas, et surtout à droite, on consigne le plan d'action, le constat d'achèvement et le retour d'expérience. En haut, 3 rubriques, donc désignation du sujet, leader, sponsor et les dates de version, de date de création, date de version, date de clôture, etc. Et donc le A3 est utilisé en ligne et est maintenant utilisé en agilité, parce que c'est dans l'Adapt que SAFe le propose, sans dire que ça vient du Lean, je crois. Oups. Du coup, on a exposé le management visuel, les sources de gaspillage, FIPOC, VSM, le work in progress, la résolution de problèmes et solutions focus, la standardisation. Pour autant, si on prend un peu de recul, et donc vous savez qu'on est parti de la production, d'où vient le lean management et l'agile manufacturing, on a la production artisanale en Europe, au XVIIIe siècle. On produit en petite quantité une grande variation de produits. Ensuite est venue la production de masse avec l'arrivée
développé aux US, fin 19e, début 20e siècle, avec la machine à vapeur, mais aussi le taylorisme. Donc on produit en grande quantité, avec peu de variété de produits. Mais voilà, on pousse la consommation. Et ensuite est venu le lean manufacturing. Le lean manufacturing, c'est ni plus ni moins la production de masse, et on ajoute la notion, on élimine les gaspillages que j'ai précisé précédemment, le juste in time et le source de gaspillage. D'accord ? Donc, troisième grande phase de la production industrielle. Et le dernier, qui est l'agile manufacturing. Et c'est de la continuité. C'est l'agile manufacturing, c'est le lean manufacturing avec un besoin nouveau. C'est quelle stratégie de production vais-je mettre en place face à une nouvelle demande d'un nouveau marché, d'un nouveau produit. D'accord ? Mais on garde tout le reste. Hein. On n'enlève rien, on garde le lean manufacturing. Donc, on fait le juste in time, on élimine les gaspillages et on rentre dans la stratégie de production pour une nouvelle demande et un nouveau produit. Et si je fais le parallélisme des grandes phases justement qu'on vient d'évoquer avec la maison du Lean. Sans le savoir, j'ai retrouvé l'extrait de ma certification Black Belt en 2014. Et s'il y a une chose à retenir du Lean Management, au-delà des outils que je viens de vous évoquer, c'est bien deux choses. Les deux piliers, c'est le respect des personnes et l'amélioration continue. Gardez ça en tête vraiment et vraiment. Et du coup, si je fais le parallélisme, comme je disais, c'est la maison du Lean au manifeste agile. D'accord ? Donc, c'est l'agilité, c'est la continuité du Lean Management. Okay ? Ensuite, alors voilà, c'est ma conclusion que je fais là. Okay ? Enfin, finalement, j'ai demandé aux experts, aux leaners, donnez-moi les mots auxquels vous associez le Lean, et aux agilistes, les mots auxquels vous associez l'agilité. À votre avis, celui de gauche, c'est les leaners ou les agilistes, et celui de droite, c'est les leaners ou les agilistes qui ont proposé. J'ai été hyper surprise et agréablement surprise, parce que finalement, c'est très similaire quand même, le retour des leaners et des agilistes. À la limite, on peut même oublier lequel vient des leaners et lequel vient des agilistes. Bon, comme à droite, il y a, je crois, même moi j'oublie, le système d'apprentissage par la résolution de problèmes. C'est ça, mais c'est le lean à droite. Mais on n'est pas loin, vous voyez. 5 minutes. Et donc, dernière chose à retenir, pourquoi aussi je propose ce sujet, on est passé d'un monde VUCA à un monde banni. Pourquoi banni ? C'est suite au Covid. Donc il y a ce monsieur, là, James Cassio, il dit qu'aujourd'hui le monde il est fragile, il est anxieux, il est non linéaire, et c'est vrai, on le voit très très bien. On a un avant et un après Covid. Plus rien n'est pareil dans les organisations, en raison de cette crise, l'Ukraine. Et la dernière chose, c'est qu'il est incompréhensible notre monde. Et donc on se doit de développer notre capacité donc d'amélioration continue, d'adaptabilité, et donc ce que je disais, qui vient de la maison de Lean, le respect des personnes, l'amélioration continue et le manifeste agile. S'il y a deux choses à garder en tête, c'est ces choses-là, parce que c'est quelque chose qui est devenu incompréhensible, constant. Voilà, c'est ça qui se passe, que l'on veuille ou pas. Parce que pour de vrai, j'accompagne encore, et il y a des personnes qui me disent « Mais pourquoi il faut que je change ? Dis-moi pourquoi il faut que je change, ça se passe bien. » Mais sauf que le changement, c'est plus nous qui choisissons. Nous subissons le changement, donc il faut agir. Et donc, ah oui, là, je voulais mettre une vidéo. Est-ce que ça va marcher, ma vidéo ? Il n'y a pas de son, c'est pas grave. C'est une vidéo de mon cabinet, mais qui résume bien en fait le monde, la complexity simplifiée.
J'arrête de faire la pub. Et donc, votre feedback est hyper précieux pour moi. N'hésitez pas. Je crois que c'est un feedback global. Donc, ça vous demande quand même 2 manips. Une fois que vous y êtes, il faut vous scroller et vous trouvez ma conférence. Et n'hésitez pas à me laisser des commentaires. Et puis, s'il y a une lecture à faire, d'ailleurs, je l'ai mal mis, c'est Rise the Bar, qui est écrit par Michael Ballet pour les Illinois. Ils les connaissent bien, Michael Ballet, Chartier, Pauli, Medina. Ils ont écrit un bouquin pour décrire comment ils ont fait du lean scale, du scaling. Et ça parle du groupe Aramis, je crois, et qui est en 20 ans de passer de 1 pays à 6 pays, qui a un NPS, donc Net Promoter Score Client de 75, et qui est passé de 0 à 1,8 milliard ou millions de chiffre d'affaires. Et en fait, leur principe, c'est être proche des clients, former les personnes, les collaborateurs, engager les personnes. Parce que toute transformation d'une organisation passe par la transformation de ces hommes. Voilà. Est-ce que je suis là? Merci. On a combien de temps? Ah, 5 minutes. Super. Est-ce que vous avez des questions ou des partages? Des points de vue aussi? Oui. Merci pour la présentation. J'ai une question sur les 4 étapes qui ont été projetées tout à l'heure, c'est-à-dire la partie artisanat, l'industrialisation, lean manufacturing et agile lean. Si je me réfère aux travaux, par exemple, de Daniel Pink sur la motivation, oui. On voit que cette partie passage de l'artisanat à la partie industrialisation, elle a été très néfaste, notamment pour la partie Absolument. Créativité. Ma question, c'est est-ce qu'on peut se permettre de sauter cette étape et de passer de l'artisanat directement au lean, voire à l'étape agile lean? Ça, c'est une question personnelle et philosophique, mais effectivement, déjà, est-ce que tout le monde voit ce que c'est les motivateurs intrinsèques de Daniel Pink dont tu cites ou pas? Il y a un texte très intéressant à aller voir, parce qu'on dit qu'en fait, les motivations extrinsèques, donc ce qui vient de l'extérieur, ne fonctionne pas. Le carotte-bâton, ça ne fonctionne pas à court terme. Et donc, ce qui nous motive, ce qui nous fait lever le matin, Daniel Pink le détaille avec le sens, le fait de masteriser dans ma compétence. Et le troisième, c'est l'autonomie, je crois. Et effectivement, en fait, je pense que si on n'est pas passé par là, il est possible qu'il n'y ait pas autant de sources de gaspillage aussi. C'est ce que je me dis, tu vois. Mais je pense que ce n'est pas une réponse, je veux dire, vraie. Chacun voit le sujet comme il l'entend. Tu sais, c'est une question presque philosophique. Et c'est OK, tu vois. Il n'y a pas une réponse correcte. Je pense qu'il y a plusieurs réponses possibles. Voilà. D'autres questions? Est-ce que ça a été? Bon. Merci infiniment. Et puis, à très bientôt. Je suis aussi ravie de voir de nouvelles têtes d'agilistes. Ça me fait vraiment plaisir. Et ça vaut le coup, en fait, le déplacement. Merci infiniment.